Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Par le mot kamikaze, que nous disons plus volontiers kamikaze, on entend toute personne qui se tue pour tuer une personne ou un groupe de personnes considérées comme ennemis. Au commencement, il s'agissait de ces pilotes japonais qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre du Pacifique, au plus fort de l'affrontement contre les États-Unis, se jetaient sur les navires américains pour les faire couler. Le bilan de ces attaques fut très impressionnant. En 2 ans, près de 14 000 pilotes kamikazes trouvèrent la mort, endommageant près de 400 vaisseaux ennemis, dont 47 furent tout bonnement envoyés par le fond. Quelle était leur motivation ? Comment étaient-ils choisis ? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers l'exemple de 2 d'entre eux dans cet épisode en 2 parties. Première partie, la Société du vent divin. Nous sommes à Ōita, petite ville du sud du Japon, à l'est de l'île de Kyūshū. En ce mois d'avril 1945, sur les collines environnantes, les pruniers sont en fleurs. Ils font la particularité de cette région. Ici, point de cerisier, ces fameux sakura, presque universellement associés à l'image du Japon, mais des pruniers blancs ou d'un rose plus doux. Mais l'heure n'est pas à l'évocation bucolique des paysages nippons. La guerre contre les États-Unis est à son paroxysme. Chaque jour apporte son lot d'annonces tragiques. Tout semble annoncer une catastrophe imminente. Sur la place d'armes de la base aérienne de la ville, on a rassemblé des troupes parmi lesquelles un groupe d'aviateurs. Il fait chaud. Le soleil est à son zénith. À l'ouest, au-dessus des collines, d'épais cumulus annoncent un orage. Le caporal Yasuo Kuwahara est l'un de ces jeunes aviateurs. À 20 ans, il s'est déjà couvert de gloire lors de missions héroïques contre les chasseurs américains. Comme tous les pilotes d'élite de la région, il a été transféré à Ōita pour encadrer une opération qui nécessite la présence des meilleurs éléments de l'armée de l'air. Les 16 pilotes réunis sur la place d'armes sont séparés en 2 unités, l'une de 12 hommes, l'autre de 4. Les 12 premiers sont groupés autour d'un officier qui a déplié une grande carte sur une table de camp. De la pointe de son crayon, il indique des endroits précis. Yasuo Kuwahara fait partie des 4 pilotes qui restent à l'écart. Son cœur bat à tout rompre, mais son visage ne laisse rien paraître de son trouble. Les sentiments les plus contradictoires bataillent dans son esprit. N'est-ce pas un honneur insigne d'avoir été choisi avec 3 de ses camarades pour escorter les 12 pilotes qui vont se précipiter avec leur avion sur les navires ennemis ? Jusqu'au déjeuner, il s'est efforcé de faire taire ses tourments. Une parole tournoie en lui sans cesse, la voix d'une amie de sa mère. Il n'y a pas d'honneur à mourir pour une cause perdue. Certes, il n'est pas désigné aujourd'hui pour figurer au nombre des kamikazes qui vont mourir pour leur pays et pour l'empereur. Mais son cœur s'est brisé lorsque, consultant la liste des pilotes désignés pour la mission suicide, il a lu le nom de son meilleur ami, Tatsuno. Ils se connaissent depuis l'âge de 4 ans. Ils ont grandi ensemble, partagé les mêmes écoles, les mêmes jeux. Tous 2 ont rêvé de devenir aviateurs. Dans leur village d'origine, ils se sont inscrits au club de vol à voile. Yasuo est rapidement devenu un virtuose de la discipline, au point d'être sacré champion du Japon. Puis, la guerre est venue. Les 2 garçons de 15 ans n'ont plus rêvé que d'une chose, devenir pilote de guerre. Ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps. Un beau jour, un officier s'est présenté au domicile des parents de Yasuo, ayant appris que leur fils était champion national de vol à voile.
Son ami Tatsuno est enrôlé peu de temps après. Tous deux sont inséparables et vont rivaliser d'héroïsme lors des combats aériens. Yasuo est trop occupé à réprimer ses larmes pour penser à la peur qui, lors de chaque mission, envahit tout combattant, si vaillant soit-il. Parmi les 12 kamikazes qui reçoivent leurs dernières instructions, il scrute le visage de son ami. Je regardais Tatsuno. Il ne semblait plus faire partie du monde des vivants. On aurait dit que son esprit avait quitté son corps. Chaque pilote kamikaze a noué un foulard autour de sa tête représentant le soleil levant, symbole de l'empire nippon. Astre rouge du sacrifice sur le tissu blanc représentant la pureté de l'action. Dans leur ceinture, ils ont cousu 2 pièces de 5 sen. En japonais, 4 sen se dit phonétiquement comme le mot mort. En avoir 5 signifie donc aller au-delà de la mort. De part et d'autre de leur ceinture sont inscrits des mots évoquant l'attaque et la destruction. Les kamikazes ont interdiction d'emporter leur sabre dans l'avion car ils pourraient détériorer le gyroscope et gêner le pilotage. On insiste bien auprès d'eux sur la nécessité de rester les yeux grands ouverts jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de monde sur la place d'Armes. On a autorisé tous les habitants qui le souhaitaient à assister au décollage de l'unité. Les écoles primaires ont envoyé leurs élèves, garçons et filles, afin de former leur esprit à l'héroïsme. Le colonel prononce un discours. « Et maintenant, vaillants camarades, souriez en partant. Vos ancêtres vous réservent une place de choix. Les samouraïs du ciel, tous les guerriers morts sont là pour vous accueillir. » La cérémonie s'achève par l'hymne chanté en commun par tous les pilotes. La couleur de l'aviateur est celle de la fleur du cerisier. Regarde les fleurs de cerisier tomber sur les collines de Yoshino. Si nous sommes de fiers enfants de la race de Yamato, mourons en combattant. On échange un verre de saké au cri rituel de Tenoyeka Banzai. Vive l'empereur! Yasuo observe son ami. Mais maintenant, je ne pouvais penser qu'aux réactions d'un seul homme. Il était là, avec Nakamura, et il marchait dans ma direction. Tout en lui paraissait irréel, l'esprit détaché, tandis que le corps accomplirait mécaniquement ce qui lui était demandé. Un étrange sourire se dessinait sur cette face de cire. Tatsuno s'approche de son ami. Il lui tend un objet enroulé dans un linge. Donne ça à mes parents. C'est son petit doigt qu'il a coupé, selon la tradition, pour que sa famille puisse, après l'avoir incinéré, le vénérer comme relique. Un instant de silence embarrassé. L'heure du départ est venue. Les 2 amis tombent dans les bras l'un de l'autre. La poitrine de Yasuo se soulève de sanglots. Il faut plonger au cœur de l'esprit japonais pour comprendre le sens de cette folle initiative de guerre que constituent les kamikazes. Le terme, qui signifie vent divin ou Saint-Esprit, désigne le vent qui souffle sur le sanctuaire d'Ise, le plus célèbre du Japon, un temple dédié au culte de la déesse Amaterasu. Ce vent aurait soufflé en rafale sur la horde de Kubilai Khan au XIIIe siècle, sauvant le Japon d'une invasion mongole. Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que se constitue une société du vent divin. Ses membres prêtent serment à l'empereur et s'engagent à donner leur vie pour l'Empire. Les textes fondateurs de l'ordre reprennent tous les codes d'honneur des samouraïs. Les samouraïs, ce sont ces combattants qu'on pourrait comparer à nos chevaliers du Moyen-Âge. Le mot samouraï en japonais signifie celui qui sert. Donc dans le code d'honneur des samouraïs, il y a le don de soi, le courage et l'engagement à se faire seppuku, c'est-à-dire harakiri, en cas d'échec. Le harakiri ou seppuku, c'est le suicide rituel par éviscération. Les samouraïs
Ces hommes dont les faits d'armes et la mission sont considérés comme divins sont les ancêtres des kamikazes de 1945. Les Japonais avaient d'abord refusé l'idée d'organiser des missions suicides et de créer pour cela des escadrilles spéciales de kamikazes. Mais devant la puissance de la flotte américaine, massée au large des Philippines dans le Pacifique, ils ont fini par s'y résigner. Ils ont constaté que leurs bombardements depuis des avions de chasse n'avaient que 10% de réussite, alors qu'avec ces missions suicides, ils en escomptaient autour de 30%. Ce qui les a finalement convaincus, c'est le sacrifice du contre-amiral Harima. Le 15 octobre 1944, devant ses subordonnés médusés, il a pris place dans un chasseur 052 et a jeté son appareil sur le porte-avions américain USS Franklin, qu'il a manqué de peu. 10 jours plus tard, les kamikazes sont apparus officiellement au cours de la bataille du golfe de Leyte, une offensive majeure de l'armée américaine pour la reconquête des Philippines. Ils ont coulé une 40aine de navires américains et en ont endommagé une 100aine. Ils ont été si efficaces que l'armée américaine a préféré ne dévoiler aucune info sur les dommages subis à cause d'eux pour ne pas démoraliser l'opinion américaine. Pour les jeunes Japonais sous les drapeaux depuis 1941, devenir kamikaze, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Alors au début, les volontaires sont 10 fois plus nombreux que les avions disponibles. On va utiliser les plus vieux coucous, les plus délabrés, qui suffiront pour un vol unique. La carlingue est chargée de 250 ou 500 kilos d'explosifs. Quant aux pilotes, ils sont choisis parmi les catégories extrêmes, les pires et les meilleurs. Les pires, qui souvent sont simplement les débutants, sachant à peine piloter, serviront de leurre. La plupart se font pulvériser par la défense aérienne ennemie. Les pilotes d'élite, eux, sont envoyés s'écraser sur les navires ennemis. Le commandement est sûr qu'ils ne manqueront pas leur cible. Les plus grosses attaques de kamikazes vont avoir lieu au Japon pendant la grande bataille d'Okinawa, dernière grande bataille de cette guerre, entre avril et juin 1945. Ils seront impliqués plus de 400 avions suicides, ainsi que les premiers Oka. Les Oka sont des avions monospaces miniatures, propulsés par fusée jusqu'à 1000 km/h, portant dans leur nez 1 tonne d'explosifs. Une fois enfermé dans le cockpit de ces Oka, le pilote n'a plus aucun moyen de sortir ou de changer d'avis. Il n'a que 5 minutes environ entre le largage et la percussion. Lors de cette bataille, les kamikazes japonais vont couler 20 navires et en endommager plus de 200. Pour les jeunes recrues, s'il ne s'agit pas d'une partie de plaisir, la mission s'intègre parfaitement dans leur mentalité. Pendant près d'1 année, nous avions appris à faire face à la mort. Il serait plus correct de dire que nous nous y préparions depuis des millénaires. Toute notre philosophie était basée sur une acceptation virile du destin. Depuis des millénaires, la tradition du suicide rituel fait partie des coutumes profondément ancrées dans les âmes. Le japonais n'accepte pas le déshonneur. Une défaite au combat, un échec lors d'un examen décisif, une trahison amoureuse, il n'est pas rare de voir le soldat vaincu, l'étudiant recalé ou l'amoureux éconduit mettre fin à ses jours. Les modalités de suicide sont plus larges que la seule éventration par le sabre qui excite l'imagination populaire. On peut aussi en finir en se tranchant la carotide ou en se tirant une balle dans la bouche. À l'automne 1945, les autorités japonaises savent que la guerre est perdue. La décision d'envoyer des avions suicides sur les bateaux américains n'est pas, comme on pourrait le croire, portée par un cynique mépris des vies humaines. Officiers supérieurs et simples hommes du rang, toute l'échelle hiérarchique est affectée par un seul sentiment, le devoir de donner sa vie pour l'empereur, auquel tout soldat prête serment
et pour l'Empire du Japon. Si la guerre est perdue, le moment est venu de consentir au sacrifice ultime. Ces hommes dont le sort est scellé et qui dans moins d'1 heure seront morts, sont-ils pour autant heureux d'en finir avec la vie et insensibles à la peur et au chagrin? Bien sûr que non. Mais face à la tentation de montrer leurs sentiments les plus instinctifs, les enseignements reçus lors des années d'instruction constituent autant de barrages efficaces. Sois convaincu que l'honneur pèse plus lourd qu'une montagne. Tous ont en tête ces poèmes bouleversants de sincérité. Longtemps j'aurais en ce monde vécu, par la grâce des dieux de Yamato, mais enfin vient le jour où je vais aborder au pont flottant des cieux. Pourtant, les méthodes employées depuis des mois par le commandement sont d'une grande cruauté. Chaque jour, on rassemble dans chaque unité un groupe de pilotes désignés d'office pour la mission suicide. À l'appel de leur nom, il leur est demandé s'ils acceptent ou non de donner leur vie. Ils ont la liberté de refuser. Dans certains cas, les pilotes qui se sont dérobés à leurs devoirs n'ont pas été inquiétés. Mais leur nom a été couvert d'opprobre, de honte. Ils ont été frappés du sceau de l'infamie. Mais dans bien d'autres cas, le scénario ne s'est pas déroulé de cette manière. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent donc la main, ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, maintenant. Quelques hommes lèvent la main. Plusieurs secondes de lourd silence. Voilà 6 hommes qui reconnaissent ouvertement leur déloyauté. 6 hommes qui manquent complètement de sens de l'honneur. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ils feront partie du premier groupe d'attaque de kamikazes. En ces ultimes combats, nombreux sont les kamikazes qui, loin d'être réellement volontaires, ont été désignés d'office. Est-ce le cas de Tatsuno, qui s'apprête à aller se cracher sur un bateau américain? Et son ami Yasuo, héros de ce récit. Son heure viendra, c'est sûr. A-t-il la moindre chance d'en sortir vivant? C'est ce que je vous raconterai dans la seconde partie de cet épisode consacré aux kamikazes. Yasuo entre dans l'habitacle de son avion, un vieil Hayabusa, déjà criblé d'impacts de balles. Il ferme le cockpit. Devant lui, les avions suicides décollent les uns après les autres, soulevant un nuage de poussière. Sa mission à lui est d'accompagner les kamikazes jusqu'à leur cible. Il est appuyé par 3 autres escorteurs. Ils doivent écarter toute menace venue du ciel. La chasse américaine peut très bien fondre de manière inattendue sur les avions japonais et les neutraliser avant qu'ils aient accompli leur mission. Le rôle des escorteurs, tous pilotes d'élite, est donc de liquider ces appareils coûte que coûte. Yasuo survole à présent l'océan. Derrière lui, la base n'est plus qu'un amas de points minuscules. Devant, les avions kamikazes volent par groupe de 3. Soudain, derrière une île, apparaissent les vaisseaux recherchés. Au loin, je vis des rangées de navires américains. Je comptais ceux-ci. Il y en avait 25 en tout. À cette distance, ils ressemblaient à des pépins de pommes. Au centre de cette armada se trouvait notre objectif. 4 porte-avions, gardés par des cuirassés et un essaim de destroyers. Le cœur de Yasuo bat la chamade. Il n'a pas peur. Il réprime seulement un sentiment d'infinie déréliction, de total abandon physique et mental. Dans son esprit, à la vitesse de l'éclair, reviennent les souvenirs des mois passés à l'instruction. Ces mois où on leur a appris à ne rien ressentir, à ne rien entreprendre sans ordre, à ne rien penser. Le premier jour de leur incorporation, ils s'imaginaient être traités en petits rois. Les recruteurs avaient tellement complimenté leurs parents. Quelle chance avez-vous d'avoir des fils aussi courageux? Ils sont l'honneur de l'Empire. La première matinée au régiment les avait fait déchanter.
Réveillés à coups de bottes dans les reins, ils avaient été conduits dehors, à moitié nus, puis alignés contre un mur. Le sergent de semaine, armé d'un gourdin, avait frappé l'arrière-train de chacun d'eux jusqu'au sang. Puis il avait expliqué la règle du jeu pour les jours à venir. Un cri de douleur, c'est double ration de coups. Le reste de la journée n'avait été qu'une suite d'humiliations. Yasuo avait dû faire le tour des baraquements en rampant à plat ventre sous prétexte que le sol était sale. Puis les nouvelles recrues avaient été formées à la course à pied jusqu'à épuisement. Ceux qui s'effondraient étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils se relèvent. À la fin de la journée, il avait fallu prêter serment de fidélité à l'empereur. Instant solennel, véritable cérémonie d'adoubement. Dans les articles de l'engagement, le soldat reconnaît la loyauté comme son devoir le plus sacré. Tout ordre venu d'un supérieur vient de l'empereur lui-même. En retour, le supérieur doit se montrer bon avec son subalterne. Si le courage doit être la qualité principale du soldat, la fidélité et la droiture sont les deux piliers de sa conduite. Enfin, le soldat doit cultiver la simplicité dans sa manière d'être. Ces préceptes sont dénommés la voie suprême du ciel et de la terre et représentent pour nous la loi universelle de l'humanité. À la suite d'une seule erreur dans la récitation, il est arrivé à des hommes de se suicider. Rapidement, les nouvelles recrues comprennent que les sévices dont elles sont victimes ne sont rien face à ce qu'elles vont endurer pendant les combats. Et finalement, si on les bat jusqu'au sang, ce n'est pas par sadisme, c'est par pure bonté. On veut en faire des surhommes. Yasuo reprend soudain ses esprits. Il lui semble avoir rêvassé des heures, alors que seules quelques secondes se sont écoulées. Oui, ses instructeurs avaient raison. Il est devenu inaccessible à la peur. Comme ces samouraïs de l'âge classique qui savaient mourir en souriant. Dans ses lectures de jeunesse, il se souvenait de ces romans de sabre où les combattants se couvraient la face de crème blanche et se maquillaient les yeux pour que l'ennemi, en cas de défaite, ne puisse trouver sur leurs lèvres une expression de souffrance. Le samouraï n'a pas peur et il est inaccessible à la souffrance. S'il se fait seppuku, harakiri, ce suicide rituel par éventration, il doit, à genoux, s'ouvrir le ventre et envelopper lui-même ses entrailles sur le linge blanc déposé à ses pieds, sans broncher. Un seul gémissement et son compagnon d'armes, debout à côté de lui, armé d'un katana, un sabre, se tient prêt à le décapiter. Dans l'esprit de Yasuo, tout devient cohérent. Certaines pensées parasites parfois viennent troubler sa détermination. Il y a ses parents qui attendent de ses nouvelles. Il y a cette jeune fille rencontrée en ville avec qui il vit un amour naissant. Il sursaute. Les navires américains viennent d'engager la défense antiaérienne. Un frisson parcourt son échine. Il sourit. Un sentiment nouveau perce en lui, étrange, inédit, paradoxal. Ce sentiment, c'est le bonheur d'avoir peur. Yasuo a identifié l'avion de son ami. Il vole en tête du dernier groupe de 3 kamikazes. L'heure du combat est venue. Les 12 pilotes des avions suicides ouvrent leur cockpit et agitent selon le rituel l'écharpe de soie qui leur a été donnée et dont l'apparition en cet instant signifie qu'ils acceptent librement leur mission. Le premier groupe de 3 entame le vol en piqué 1000 fois répété pendant les entraînements. Yasuo revoit une fraction de seconde ces moments de frisson éprouvés lors de cette manœuvre, périlleuse à l'extrême, même lorsqu'elle est accomplie à titre d'essai. Lors des séances d'instruction, on redressait l'avion au dernier moment. Les premiers jours, à 80 mètres au-dessus du sol.
Puis l'habitude aidant, on redressait de plus en plus bas. Yasuo, champion en la matière, pouvait interrompre le piquet à 20 mètres du sol. Lors de la remontée, il n'était pas rare que les pilotes s'évanouissent une fraction de seconde. Mais là, il ne s'agit plus d'entraînement. Les 3 premiers kamikazes, malgré un piquet parfait, sont interceptés par les tirs de défense. Leurs appareils, transformés en torches, s'engloutissent dans les flots, juste à côté des bateaux. Le second groupe est plus chanceux. L'un des pilotes parvient à esquiver les balles dont les sillons rouges, bien visibles, constituent pourtant un faisceau mortel quasi inextricable. Il frappe de plein fouet le pont d'un croiseur qui se brise en deux sous le choc, avant de couler à pic. Yasuo est au comble de l'excitation. Il oublie un moment son ami, dont le groupe n'est pas encore engagé. En voyant les navires ennemis si rudement touchés, il éprouve une joie sauvage. Quant aux pilotes, ses camarades de promotion qui viennent de mourir, il n'y pense pas. Les derniers mois de guerre ont endurci sa sensibilité. Le mois précédent, l'aviation américaine a bombardé une base où il se trouvait. Il s'en est tiré sans blessure. Mais à côté de lui, 2 compagnons d'armes gisaient sur le sol. L'un avait le crâne ouvert et l'autre, agonisant, tentait de rassembler dans un ultime effort ses entrailles répandues à terre. Yasuo avait regardé la scène quelques secondes, sans rien ressentir de particulier. Puis, il s'était rendu au quartier général pour faire son rapport. Comment pourrait l'atteindre à présent, la mort de ces kamikazes dont il ne voit même pas le visage à l'instant de mourir? Le doute a quitté son esprit. Il se prend même à ricaner en se rappelant cette phrase qu'il avait hantée des mois durant. « Il n'y a pas d'honneur à mourir pour une cause perdue. » C'était trop beau pour durer. Soudain le cœur de Yasuo se serre. Devant lui, à une 50aine de mètres, le dernier groupe de kamikazes s'apprête à s'engager. Dans l'avion de droite, il reconnaît son ami Tatsuno. Et oui, c'est lui. Il pilote un vieil appareil poussif, un Mitsubishi, le genre de zinc qu'on met à la casse si on ne s'en sert pas pour ce genre de mission. Le premier avion pique, mais explose presque aussitôt dans un nuage rouge-feu, un temps infinitésimal durant lequel Yasuo se demande où se trouve Tatsuno. Puis « Tatsuno, je le reconnaissais, c'était lui. Il était seul maintenant. Il exécuta un vol parfait, meilleur que tout ce qui lui avait été appris à la base. Tatsuno, Tatsuno. Son gouvernail arrière était atteint, mais il poursuivit sa course. Les flammes envahirent le fuselage. Son appareil était complètement en feu. Mais ils ne purent l'arrêter, Tatsuno. Il prit pour cible un pétrolier. Il était tout près, encore plus près. Une formidable explosion retentit, des tonnes d'essence brûlèrent, une immense colonne de fumée noire assombrit l'atmosphère. Le pétrolier coula. De vastes remous et une large flaque de pétrole marquèrent l'endroit où venait de se dérouler la tragédie. Les 12 kamikazes ont accompli leur mission. Yasuo n'a pas le temps de se lamenter sur la mort de son meilleur ami. La chasse américaine apparaît au-dessus de lui, prête à le pulvériser. Mais déjà, les nuages qui se sont formés depuis le matin annoncent un orage imminent. Yasuo, instinctivement, fonce vers l'amas de noirs cumulus avec la certitude qu'il pourra semer ses poursuiveurs. De fait, il se trouve à présent secoué par des vents d'une incroyable violence. Ce n'est pas seulement un orage, c'est une tempête typique des intempéries qui frappent la région chaque printemps. Il se souvient soudain de cette légende où le vent divin, frappant les armées mongoles, avait sauvé l'empire du Japon. Il en a la certitude. C'est cette même tempête divine qui est en train de le sauver, comme elle a sauvé son peuple quelques siècles auparavant. Une fois à terre, il doit rendre compte à sa hiérarchie. Il sait qu'il est déjà considéré comme un héros, eu égard à ses états de service. Convoqué par son colonel, il exprime pour la première fois ses sentiments réels, sans masque. Oui, bien sûr, il hait les Américains.
Mais il hait aussi les autorités de Tokyo, qui envoient le meilleur de la jeunesse japonaise à la mort. Le colonel, de longues minutes, écoute, tourné vers la fenêtre, les penchements rageurs de ce vaillant caporal que personne n'oserait accuser de s'être dérobé à ses missions successives. Puis il s'approche de Yasuo et le regarde droit dans les yeux. Oui, vous avez raison. J'ai envoyé moi-même des enfants de 16, 17 ans à la mort, sciemment. Non, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. J'ai obéi et je continuerai à obéir aux ordres. Quelques instants de silence. Yasuo Kuwahara a compris. Il sera de la prochaine mission kamikaze qui sera envoyée quelque part au large du Japon pour se jeter sur les navires américains. Le destin, contredisant le décret des dieux nippons, en décidera pourtant autrement. Alors qu'il effectue une mission de reconnaissance peu de jours avant l'attaque suicide dans laquelle il doit donner sa vie, les Américains bombardent Hiroshima. Le Japon capitule. Yasuo Kuwahara, sauvé par le gong, fera partie des rares kamikazes à avoir échappé à son sort sans perdre son honneur. La dernière mission kamikaze de la guerre a lieu le 9 août 1945, jour même du lancement de la bombe atomique sur Nagasaki. Hiroshima a été détruite 3 jours avant. Ce baroud d'honneur est mené par le grand chef des kamikazes, l'amiral Ugaki. La trentaine de pilotes qui l'accompagnent a joué au dé l'honneur de participer à cette mission. Ugaki s'écrase sur un porte-avions sans faire de trop gros dégâts. Dans les débris, on retrouve son sabre. Le lendemain, le Japon dépose les armes. C'est la fin de ce double épisode consacré à Yasuo et Tatsuno, kamikazes dans l'aviation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.